North right clamp, south fox, H top pass, 38 top gun BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue chez le Punter pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, on va parler du week-end en NFL et aussi en NCAA. Alors, à NFL, on vient d'atteindre une première étape. Le premier tiers de la saison vient de passer, vient d'être disputé. Donc désormais, on commence à y voir un peu plus clair sur quelles équipes ont une chance dans la course au playoff et au Super Bowl et quelles franchises devraient déjà penser à la saison 2026. Beaucoup de choses à commenter et analyser aujourd'hui avec notamment une toute nouvelle section que personnellement j'adore et qui, je l'espère, vous plaira. Alors, ne perdons pas de temps, c'est parti. Retenez ce nom, Cam Skattebo, un nom qui claque en plus. Depuis jeudi, les memes sur ce joueur se sont multipliés par 1000. On le voit partout, ce mec-là. Et pour cause, jeudi soir contre les Eagles, 3 rushing touchdowns, un énorme travail de blocage pour ouvrir des espaces, notamment à son coéquipier Jackson Dart, et permettre ainsi aux Giants de faire tomber les Philadelphia Eagles. Alors, Skattebo, souvenez-vous, c'est un rookie, c'est un débutant, un choix du 4e tour, qui était venu pour suppléer, en fait, pour aider un peu le groupe de coureurs. Sauf que, en quelques semaines, il est très vite devenu le numéro 1, le coureur numéro 1. Skattebo, c'est une personnalité bouillante, un joueur qui joue sans peur, qui court tout droit, on dirait un petit taureau, ou alors plutôt, si vous connaissez un peu l'univers Marvel, il me fait penser à Cain Margot, vous savez, Fléau, le Juggernaut en anglais, ce super-héros qui court à travers les murs, sans réfléchir. D'ailleurs, vous voyez sur la vidéo, là, on le voit se préparer. C'est à l'époque où il était à Arizona State en NCAA, en football universitaire. Et on va dire que son habitude avant les matchs, c'était de se taper la tête contre le mur. Voilà. Normal. Donc, c'est un peu l'antithèse des coureurs. Vous savez, les coureurs élégants, beaux à voir, qui courent tels des funambules, qui esquivent les plaquages. On peut penser à Jahmyr Gibbs, vous savez, Bijan Robinson, des joueurs beaux à voir, quoi. Lui, Skattebo, c'est un mec qui te rentre dans le lard. Et pourtant, il a pas un physique énorme, hein, 1m78 pour 97 kilos. Mais pour lui, peu importe qui est le joueur en face, hein, même s'il pèse 30 kilos de plus que lui, c'est pas grave. Skattebo, il va essayer de lui rentrer dedans. Et jeudi soir, ces 3 touchdowns, ils sont un parfait exemple. L'autre top, il faut qu'on en parle, Baker Mayfield. Fantastique depuis le début de la saison. Il y a une action qui résume très bien qui est Baker Mayfield si vous ne le connaissez pas. On est 4e quart-temps, 20-19. Les Buccaneers sont un 3e down et 14 yards à parcourir dans leur propre camp. Mayfield y démarre, il évite de peu un sac dans la poche, puis il échappe à un autre défenseur. Il esquive plusieurs plaquages et il plonge la tête la première en étirant le bras pour obtenir un premier down. Comme j'ai dit, ça résume très bien le joueur qu'est Baker Mayfield. Un joueur qui joue avec une intensité incroyable et dont l'énergie est déteint vraiment sur ses coéquipiers. Quelques jeux plus tard, il y a une autre action qui définit parfaitement le joueur. Il trouvait Tez Johnson sur une passe de 45 yards pour un touchdown et qui donnait aux siens une avance confortable. Mayfield, si vous vous souvenez, c'est un choix du premier tour de la draft 2018. C'était le tout premier choix de la draft. Et là, après des passages par les Browns, par les Panthers, par les Rams, depuis qu'il est à Tampa Bay, depuis 3 saisons, il semble avoir trouvé une stabilité depuis 3 saisons. Il joue très bien. Et là, depuis le début de cette saison 2025, il est dans la forme de sa vie, la meilleure forme de sa carrière. Son niveau de jeu actuellement, ils font de lui un des tout meilleurs. Et l'apparition de son nom dans la course au titre de MVP, le meilleur joueur de la saison, c'est tout à fait justifié. En 6 rencontres, il a réussi plus de 66% de ses passes pour 12 touchdowns et une seule passe interceptée. Alors certes, pour beaucoup, il a toujours été considéré petit, 1m85. C'est pas un joueur fantastique à voir jouer. Il a une grande bouche en plus. Il adore le trash talking.
mais c'est un leader. C'est, comme je dirais, une énergie qu'il transmet à ses coéquipiers. Et en plus, c'est un véritable sniper. Il est très intelligent, il est très précis dans ses lancers. Et pourtant, depuis le début de saison, on peut pas dire qu'il soit gâté parce que ses cibles préférées, Mike Evans, Chris Godwin, Jalen McMillan, et dimanche, c'était Emeka Egbuka qui sortait sur blessure. Tous ces gars-là, ils sont absents. Mais Mayfield, lui, ça l'a pas affecté du tout puisqu'il arrivait à connecter sans problème avec les remplaçants, les Sharfield, les deux Johnson, Cameron Entez, sans aucun problème. On va se pencher sur les flops. Alors, Philadelphie a-t-elle perdu son mojo? C'est la question, parce que là, une deuxième défaite consécutive pour les Eagles. Mais là, c'est la manière qui pose problème, surtout face à un rival de division comme les Giants, qui sont pas non plus des foudres de guerre. Et là, avec cette deuxième défaite, l'ambiance commence à être un peu tendue. Il y avait déjà la semaine passée les critiques en public de Devonta Smith, AJ Brown, qui se plaignaient du manque de lancer dans leur direction, que Hurts ne lançait pas assez le ballon. Après le match jeudi soir, c'était le plaqueur offensif, Lane Johnson, qui critiquait son staff en soulignant le manque de créativité dans les appels de jeu, qui étaient beaucoup trop prévisibles. Ambiance à Philadelphie. Beaucoup de critiques d'ailleurs étaient dirigées au coordinateur offensif, Kevin Patullo, mais aussi au quarterback Jalen Hurts. Alors, Hurts, c'est pas le premier ni le seul joueur à blâmer dans cette mauvaise forme et la défaite de jeudi. Parce que dans l'ensemble, il a plutôt bien joué. Après, c'est vrai qu'il a lancé sa première interception de toute la saison. Bon, après, c'est vrai qu'elle arrivait au pire moment pour les Eagles dans ce match. Ils étaient menés 27-17, il restait 11 minutes à jouer. Ils avaient une chance de recoller au score. Ils étaient dans le camp des Giants. Mais le lancer de Hurts, il était pas bon, il était intercepté par Jahan Dodson, Hurts, il a fait quand même plusieurs gros jeux dans ce match. Mais en même temps, bon, il y a cette interception, il y a aussi une dernière possession dans la première mi-temps qui est mal gérée. Donc bon, tout ça, on va dire que ça a été des coups durs pour les Eagles qui ne s'en sont jamais remis. Concernant Kevin Patullo, le coordinateur offensif, il y avait déjà des problèmes en attaque depuis le début de saison, mais c'était pas une grosse affaire tant que les Eagles y gagnaient. On l'a vu lors des 4 premiers matchs. Maintenant qu'il y a 2 défaites à la suite, ça devient un problème. Surtout dans une équipe avec un niveau d'attente aussi élevé. Patullo, quand il a accepté le poste, il savait certainement à quoi s'attendre. Patullo, avant, c'était le coach des QB, en fait, des quarterbacks. Et il travaillait avec Kellen Moore, qui était coordinateur offensif la saison dernière, qui est désormais entraîneur des Saints. Si Kellen Moore, lui, il avait de l'influence, il fait de l'expérience. Il avait été déjà coordinateur avant. Patullo, pour lui, c'est sa première expérience en tant que coordinateur offensif, c'est-à-dire chef de toute l'attaque. C'est lui qui prend les décisions pour tout le côté offensif. Et donc forcément, il est visé par les critiques à cause de la faiblesse de l'attaque aérienne de l'équipe lors des premières semaines. Philadelphie, il faut savoir qu'en moyenne, c'était 130-140 yards dans les airs lors des 4 premiers matchs. C'est assez peu. Maintenant, sur les 2 derniers matchs, il est critiqué parce qu'il a peu utilisé le jeu au sol. Saquon Barkley, il a seulement eu 18 courses sur les 2 derniers matchs. Mais le problème le plus évident, c'est que Philadelphie, ils ont trop de talent offensif, en fait, pour être aussi médiocres sur le terrain. Donc Patullo, il va devoir se retrousser les manches, trouver des solutions très vite, car chez les Eagles, la patience, ils ne connaissent pas. Un autre flop, c'est les New York Jets. Alors eux, c'est de pire en pire. De pire en pire. On est dans la semaine 7. Semaine 6, pardon. Leur bilan, c'est 0 victoire, 6 défaites. Une nouvelle déception ce week-end, avec une défaite à Londres. Certes de peu, mais défaite quand même 13-11 contre Denver. Alors la défense a fait le boulot. La défense a été bien meilleure, et peut-être même qu'ils ont fait leur meilleur match depuis le début de saison. Mais là, le problème, c'est l'attaque. Comment c'est possible, à ce niveau-là, de n'encaisser que 13 points, et réussir quand même à perdre le match? C'est terrible.
Après, bon, c'est terrible, mais il y a aussi une explication très simple. Il suffit d'avoir Justin Fields comme quarterback. Et comme ça, vous êtes sûr de perdre. Bon. Outre la boutade, Fields, souvenons-nous de Justin Fields, choix du premier tour de la draft 2021, sorti de la prestigieuse université de Ohio State, peut-être la meilleure de toutes. Là, Fields, il est dans sa 3e franchise en 5 saisons. Il est passé par Chicago, Pittsburgh, et là, chez les Jets, il a vraiment eu le pire match de sa carrière dimanche. C'était horrible. Alors oui, ok, on peut dire que les Broncos, ok, ils ont une excellente défense, peut-être même la meilleure de toute la ligue, ok. Mais ça n'excuse pas les lancers de Fields, 45 yards et 9 sacs de subis. En plus, une statistique qui est terrible, si on suit le système de la NFL, la façon dont ils calculent les passes et les sacs, alors ça veut dire que Fields, en fait, dans ce match, si on compte les sacs qu'il a subis, il a lancé pour moins 10 yards, un chiffre négatif. C'est la première fois depuis 1998. Ça veut dire que autant vous comme moi, ce dimanche sur notre canapé, on a eu de meilleurs stats que Justin Fields. C'est terrible, c'est terrible. Et on peut pas dire que les Jets étaient vraiment aidés par leur jeu au sol, puisqu'en tout, ils gagnaient que 92 yards en rush. Donc en fait, au total, c'est ça. Dans tout le match, 3h30 de match, les Jets, ils ont gagné 82 yards en attaque. C'est impossible de gagner comme ça. Les Broncos en face, ok, ils ont marqué que 13 points. Ok, ils ont eu du mal, mais ils gagnaient quand même 250 yards. Donc bon, après, c'est les Jets. Donc on peut pas être surpris, mais ça sent pas très bon pour eux. Et surtout pour Justin Fields qui, bon, là, Glenn, il va devoir prendre une décision parce que à ce niveau-là, c'est pas possible. C'est toujours les mêmes problèmes avec Justin Fields. C'est des problèmes qui l'ont poursuivi tout au long de sa carrière. Il est trop lent dans sa lecture de jeu, il garde le ballon trop longtemps. Et là, dernièrement, on peut pas dire que son athlétisme est bon. On va dire même qu'il est inexistant. On le voit pas vraiment courir, on le voit pas vraiment s'échapper de la poche, on le voit pas gratter des yards au sol. La preuve ce dimanche, il a été saqué 7 fois. Et c'est censé être un joueur athlétique. C'est difficile à comprendre. Pourtant, il y a eu d'autres matchs où il n'a pas été horrible, contre Pittsburgh ou encore Miami. Je me souviens, il avait eu des performances, ok, pas terribles, mais bon, pas mauvaises non plus, quoi. Il était pas mal. Mais là, à ce niveau-là, bon, Glenn et le staff des Jets, ils doivent prendre une décision parce que ils doivent se demander, est-ce que ce n'est pas l'heure de procéder à un changement au poste de quarterback? Parce que là, c'est plus possible. Ils sont à 6 défaites, il faut qu'ils changent quelque chose, sinon il va perdre son vestiaire. Et Glenn, d'ailleurs, alors il y a un choix qui semble très difficile à expliquer de sa part et de celui de son staff. Juste avant la pause, il reste 30 et quelques secondes à jouer et il laisse le chrono tourner. Plutôt que d'appeler un temps mort et tenter d'appeler un jeu. Le score était de 10-6 pour Denver. Il devait tenter quelque chose, mais non. Il laisse tourner le chrono et attendre de rentrer au vestiaire. Et c'est pour ça on peut comprendre la colère de Garrett Wilson qui allait demander des explications à son entraîneur juste avant la pause. C'est tout simplement incompréhensible. Alors mon affiche de la semaine, c'est un match que j'ai suivi, le match que j'ai regardé dimanche soir entre Tampa Bay et San Francisco. Un très joli match en Floride, entre deux équipes qui ne sont pas épargnées par les blessures et qui en plus souffraient de nouvelles pertes ce dimanche. Egbuka pour les locaux, donc on en parlé avant, touché aux ischios, alors que chez les 49ers, c'est Fred Warner, le linebacker, qui se cassait la cheville et malheureusement qui dit déjà adieu à la saison 2025. Un autre pilier de cette équipe qui est forfait pour le reste de la saison. Côté Tampa Bay, on a déjà parlé de Baker Mayfield, de sa superbe performance, mais soulignons aussi le beau travail du staff, parce que déjà ils ont été capables de trouver des remplaçants de qualité, en attaque surtout, des mecs capables de rentrer sur le pré et de faire la différence. Les Cameron Johnson, Tess Johnson, Sterling Shepard, le coureur Sean Tucker, ils ont tous marqué des touchdowns, ils ont tous été bons. Chapeau bas au staff des Bucks. Après, c'est surtout la défense qui leur permettait de gagner ce match. Alors Todd Bowles,
Il n'envoyait pas sa défense blitzer tôt dans la partie, mais quand il les appelait, ça a marché. Ça a marché. On a un exemple avec Lavonte David, qui réalisait un sac très important sur un 3e down, et en fait qui poussait les 49ers trop loin pour tenter un coup de pied de précision. Tampa Bay, ils ont contrôlé la ligne de scrimmage, ils forçaient constamment Mac Jones à bouger, à sortir de la poche, et Jones il souffrait 6 sacs en tout. Vita Vea, c'était une bête au milieu, 5 pressions sur quarterback, et il libérait surtout des espaces à ses coéquipiers pour qu'ils puissent à leur tour saquer Mac Jones. Après le repos, surtout l'équipe de Bowles, ils allaient mettre les barbelés, notamment dans les 15 dernières minutes, où ils fermaient l'équipe, la défense fermait la porte complètement et n'encaissait aucun point. Les 49ers, comme on a dit, malgré les blessures, et de la même façon que depuis le début de saison, chapeau à eux parce qu'ils s'accrochaient tout le match. Ils ne lâchaient prise qu'en fin de 3e quart-temps et dernier quart-temps. Mais Mac Jones, quand même remplaçant, mais chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Voilà, bon, il était diminué. Il était diminué. Il souffrait de la cheville, il souffrait aussi des côtes ou des obliques, je sais plus. Mais bon, quand même, il s'est fait saquer 6 fois, c'est vrai, il s'est fait intercepter 2 fois, mais quand même, il a réussi à lancer le ballon pour plus de 340 yards. Sa principale cible, imaginez, c'est le vétéran, mercenaire, Kendrick Bourne. Un mec que plus personne ne voulait, quoi. C'était le 4e ou 5e receveur de l'effectif, quoi. Et lui, il captait 5 passes pour 142 yards. Après, en même temps, il était responsable pour un des lancers interceptés de Jones, car en fait, il se trompait dans son tracé et le ballon atterrissait dans les bras d'un défenseur de Tampa. Mais bon, il y a eu des défaites pour les 49ers, en espérant que pour eux, ils vont récupérer des joueurs revenus de blessures très vite. Vous avez bien compris, c'est l'heure de la palette. Et aujourd'hui, on va parler de Los Angeles Rams. Vous savez que je suis un grand amoureux, un fervent supporter, non pas des Rams, mais de leur entraîneur, Sean McVay, excellent entraîneur, génie de l'attaque, ultra créatif, et qui a la chance de compter sur un excellent quarterback, Matthew Stafford aussi. Et on va décortiquer une de leurs attaques ce dimanche contre les Baltimore Ravens. Ok, remettons en contexte. Baltimore Ravens, Los Angeles Rams. On vient de débuter le 3e quart-temps. Le score est de 3 partout. Les Rams sont dans le camp des Ravens. Ils sont sur un 4e down et 3 yards à parcourir. Plutôt que de tenter le coup de pied de précision, ils vont tenter de convertir ce down, en fait, ce jeu, et ils vont réussir. Donc, décortiquons cette belle action concoctée par le duo Sean McVay et son quarterback Matthew Stafford. Regardons déjà la disposition. Alors, c'est une disposition un peu particulière. On va mettre pause. Voilà. Vous voyez qu'en fait, on voit Stafford qui est à droite de notre écran, donc derrière la ligne de scrimmage. On voit les 5 de la ligne offensive. Après, des deux côtés des linemen, des offensive linemen, on a donc un mix de wide receivers. On a un tight end. En bas de l'écran, le right receiver, celui qui est presque sur la ligne de scrimmage, c'est Davante Adams, on le connaît tous. Et juste derrière, c'est en fait le coureur, Kyren Williams, avec le numéro 23. Donc, c'est on va dire, l'organisation technique, elle est en 11, personnel 11, ça veut dire un tight end, un coureur, et le reste, c'est des wide receivers. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a 3 wide receivers. Voilà ce qui va se passer, en fait, sur cette action. Cet angle, il est très bon. Ok, vous voyez Stafford qui recule, il attend, on va mettre pause, parce qu'en fait, ce qui se passe avec Stafford, c'est que sa première cible, je pense, c'est un des receveurs. Je pense que c'est soit Davante Adams. Regardez la route de Davante Adams. Le problème, c'est que Davante Adams, comme les autres receveurs, on les voit en haut, ils sont très très bien marqués. Regardez le marquage, qui est vraiment un très très bon marquage, un marquage individuel. Il y a aucun espace. C'est pour ça que Stafford, en fait, il va faire un processus. Bon, Stafford, on le connaît, c'est un joueur d'expérience, un excellent joueur. Et le processus, il va lire le jeu
voir quelle cible en fait il va pouvoir lancer. Il voit que ses receveurs sont tous pris et voilà, mais il voit en haut de l'écran, il va avoir en fait Kyren Williams qui arrive à se démarquer et il va lui lancer le ballon, une superbe passe. Kyren Williams, bon, c'est pas passé loin. En fait, il reste dans les limites du terrain. On va dire que c'est grâce, il atterrit sur sa fesse gauche et du coup, le yard est converti, d'accord? Ça n'a pas été terrible non plus ce week-end. Hein. On reste avec un bilan négatif. 2 paris étaient bons, 3 étaient mauvais. On a vu que malheureusement les Eagles, les Baltimore et Tennessee ne m'aiment pas. Et donc du coup, ils ont dit pourquoi on va aider le punter? Non, on va perdre, on va faire exprès de perdre. Bref, semaine 7, celle-là je la sens bien. Je sens que celle-là je vais me récupérer. Donc, c'est parti pour mes pronostics de la semaine 7. Et je vois beaucoup de victoires à l'extérieur. Vous voyez, comme d'habitude, l'écart entre les deux équipes, à côté de l'équipe qui est favorite. Donc, Cincinnati-Pittsburgh. Pittsburgh est favori avec 5,5 points. Et je vois les Steelers s'imposer à Cincinnati. Pittsburgh, ils ont rien à faire que Joe Flacco soit le nouveau quarterback des Bengals. Ça n'avait rien changé pour eux. Pittsburgh va gagner par plus de 5 points. Facile. Je vois New England aussi qui sont sur la phase ascendante. Ils jouent de mieux en mieux. Je les vois gagner à Tennessee avec plus de 6 points et demi d'écart sans problème. Cleveland-Miami, un match très très intéressant. J'ai beaucoup réfléchi à celui-là. Mais je vois Miami gagner. Parce que Cleveland, mon souci, c'est vraiment l'attaque. Dylan Gabriel pour moi, il n'a pas le niveau, ou alors c'est l'appel de jeu avec lui qui est beaucoup trop... ils sont passés de blanc à noir en 2 matchs, quoi. Contre les Vikings, ils étaient très prudents, avec beaucoup de lancers courts. Ils basaient beaucoup sur le jeu au sol. Ce week-end contre Pittsburgh, ils ont fait le contraire. Ils ont demandé à Gabriel de lancer le ballon 52 fois, et ça n'a pas marché. Donc voilà, je vois Miami gagner. De toute façon, ils ont pas le choix. Là, c'est win or die. Soit on gagne, soit on est mort. Denver contre les Giants. Alors, je vois les Giants, je donne les Giants. Ça veut pas dire que je vois les Giants gagner, mais je les vois perdre par moins de 7 points d'écart. C'est pour ça que j'ai choisi les Giants. Après, le dernier match, Chargers-Indianapolis, ce match très indécis, très serré entre 2 très bonnes équipes. Et je vois les Chargers gagner parce qu'ils jouent à domicile. 1 point et demi d'avance, je pense qu'ils vont le faire. Est-ce qu'ils vont récupérer des blessés? Est-ce que Joe Holt, le plaqueur offensif, va être de retour? Est-ce que Omari Hampton va être de retour? Je pense pas. Mais je les vois gagner contre les Indianapolis Colts. Toute nouvelle section. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne le savent pas, alors je suis professeur de langue et j'ai eu la chance dans ma vie d'apprendre 4 langues. Donc je pensais utiliser cette capacité en fait pour allier sport et culture. En parlant des joueurs qui parlent d'autres langues et qui viennent en fait d'autres pays, qui ont des origines d'autres pays qui ne sont pas les États-Unis, quoi. Et on va commencer aujourd'hui, on va profiter que se termine dans la semaine le Hispanic Heritage Month, le mois de l'héritage hispanique en fait. Et donc, dans cet épisode, on va parler un peu espagnol. El Mes Nacional de la Herencia Hispana es un periodo que dura un mes en Estados Unidos, del 15 de septiembre al 15 de octubre. Y esta iniciativa es para reconocer las contribuciones de los españoles hispanoamericanos, hispanohablantes, sencillamente, en la historia de los Estados Unidos. Pensemos que en Estados Unidos son más de 70 millones de hispanohablantes, lo cual es un número enorme. Y por eso la NFL quiere también homenajear a esas culturas y a sus propios jugadores. Por eso les permite, por ejemplo, en el casco, llevar la bandera de otro país, de su país de origen, al lado de la bandera americana. Hoy en día hay muchísimos jugadores que tienen orígenes de algún país sudamericano o de lengua hispana. Hay algunos, por ejemplo, que tienen sangre mexicana, como Fred Warner, hemos hablado de él hace un minuto. También Steve Ávila, de los Los Angeles Rams, Cory Bojorquez,
que es el puntero de los Cleveland Browns. Hay otros también que tienen sangre cubana, como Nick Bonito, el hedge de los Broncos, Chris Olave, el receptor de los New Orleans Saints. Hay también colombiano Cristian González de los Patriots, y también puertorriqueño como Isaiah Pacheco, el corredor de los Kansas City Chiefs. Y hablando de puertorriqueños, habéis escuchado esta semana que la NFL ha decidido invitar a Bad Bunny para que performe, para que haga el concierto del descanso de la Super Bowl en febrero de 2026. Volviendo un poco a Fred Warner, el linebacker de los San Francisco 49ers, un jugador franquicia, un jugador estrella de la defensa de los 49ers, pues como hemos dicho antes, se acaba de lesionar de gravedad este domingo y sufre al parecer una fractura del tobillo que pone ya punto final a su temporada. Otro golpe duro para los 49ers, que no tiene mucha suerte con las lesiones de verdad esta temporada. Como hemos hablado antes, Barron tiene sangre mexicana por parte de su madre, pero también tiene orígenes de otro país hispanohablante, que es Panamá, por su padre. Son unas herencias de las que se siente muy orgulloso Fred Warner, y por eso siempre luce la bandera de esos dos países sobre su casco. Por cierto, se sabe que Warner habla español en su casa, desde su infancia, lo cual subraya de nuevo su amor y su orgullo por la cultura de sus padres y antecesores. D'abord, on va parler de Indiana, les Hoosiers, impressionnant, car c'est la toute première victoire de leur histoire, plus de 130 ans d'histoire, face à une équipe du top 5. Indiana, ils sont allés gagner à Oregon, qui était l'équipe numéro 3 au classement, qui était invaincue. Les joueurs de Dan Lanning, qui sont pourtant connus pour l'explosivité en attaque, ils n'ont rien réussi, ils se sont cassés les dents sur la défense d'Indiana. Et ça, c'est à mettre au crédit de Kurt Signetti, l'entraîneur d'Indiana, il est arrivé en 2024, la saison dernière à Indiana, chez les Hoosiers, et il a complètement transformé cette équipe. En quelques mois, il est arrivé déjà avec plus de 50 nouveaux joueurs. Pas de grands noms, pas de joueurs 4 ou 5 étoiles, mais beaucoup de joueurs expérimentés. Vous savez, des juniors, seniors, des joueurs de 4e, 5e année universitaire qui ont donc beaucoup d'expérience. Et avec cette équipe, en fait, Signetti, il réussit une très belle première saison avec 11 victoires, et notamment une victoire contre Michigan. Outre ça, c'est vrai qu'ils avaient eu un calendrier assez facile. Et leurs deux gros matchs de la saison contre Ohio State dans la saison régulière, puis Notre-Dame dans les playoffs, ils les perdaient. Donc, Signetti avait un peu, on va dire, le critiquait par rapport à ça, quoi. Il ne pouvait pas gagner contre les gros. Il était incapable de gagner contre les gros. Par contre, là, cette saison, avec un calendrier bien plus difficile, Indiana, à l'intersaison, a perdu beaucoup de joueurs, beaucoup de seniors, donc, qui sont partis. Mais Indiana, ils en ont recruté d'autres, comme par exemple le quarterback, Fernando Mendoza, qui était venu de l'université de Cal. Et là, les Hoosiers, ils sont à 6 victoires en 6 matchs. Ils viennent d'aller gagner à Oregon, donc là, à mon avis, ils vont rentrer dans le top 3, parce que voilà, la question est de savoir qui peut battre Indiana, parce qu'ils ont l'air imbattables. Est-ce qu'ils peuvent même rêver d'un titre national? Je pense qu'ils peuvent, bien sûr, parce que c'est une très bonne équipe, ils sont dans le Big Ten, c'est une excellente conférence. Mais après, il va falloir battre ce qui, à mon avis, est la meilleure équipe du pays, et de très loin, à la fois dans le Big Ten et dans toute la NCAA. C'est les Ohio State Buckeyes, qui semblent imprenables. Est-ce qu'Indiana pourra le faire? Nous verrons bien. Autre équipe du Big Ten, mais avec un destin bien différent, c'est Penn State, les Nittany Lions, qui viennent ce dimanche de virer James Franklin, leur entraîneur. Après plus de 11 ans à la tête de cette équipe, Franklin, en fait, il paye les pots cassés après une 3e défaite consécutive. D'ailleurs, la 2e contre une équipe vraiment modeste. Alors, tout commençait il y a 2 semaines, quand Penn State, il perdait contre Oregon, après prolongation à domicile. Mais ils avaient fait un superbe match, peut-être leur meilleur match de la saison. Ils avaient gagné leurs 3 premiers matchs, mais c'était vraiment pas folichon. Contre Oregon, ils font un très bon match, ils perdent dans les prolongations, bon, ça peut arriver.
Seul problème, c'est que cette défaite, elle leur faisait très très mal. Les Nittany Lions, après ça, ils semblaient l'ombre d'eux-mêmes. Samedi dernier, il y a UCLA et ce week-end face à Northwestern. Donc ils ont décidé de virer Franklin. 50 millions de dollars. C'est le prix de ce licenciement pour Penn State. Un cadre du Big Ten qui avait des ambitions de titre cette année. Mais le début de saison moyen et ces 3 défaites là, peut-être Franklin a perdu le vestiaire aussi. Bon. Après Franklin, il avait vraiment changé ce programme. Quand il est arrivé en 2014, il avait développé un nouveau programme moderne, des équipes solides, qui gagnaient beaucoup de matchs. Il a gagné un titre de Big Ten. Il était au coude à coude avec les plus gros, Ohio State, Michigan. Le seul problème, c'est qu'il y avait un certain complexe d'infériorité lors des gros affrontements qu'il ne gagnait jamais. Il ne gagnait presque jamais. Il n'a jamais gagné contre l'équipe du top 5. Et il y a une comparaison, et Franklin il souffre de cette comparaison avec Curt Cignetti, on vient d'en parler, son homologue d'Indiana. Lui, Cignetti, en à peine plus d'une saison, il a déjà gagné plus de matchs contre l'équipe du top 5 que James Franklin en 11 saisons. Et en plus, c'est pas fini, parce que pour Penn State, ils viennent de perdre aussi leur quarterback, Drew Hall, qui s'est blessé à la cheville gravement, et qui finit ainsi sa saison, mais pas seulement sa saison, sa carrière universitaire, avant de postuler à la draft 2026. À mon avis, là, l'université de Pennsylvanie, qu'est-ce qu'elle peut faire? À part essayer de finir la saison dignement, avec comme objectif d'atteindre les 6 victoires, qui leur permettraient de pouvoir disputer un bowl en fin de saison, vous savez, ces trophées de fin de saison. Après, quid du futur? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Qui sera le prochain entraîneur de cette prestigieuse université? Je peux vous dire que les paris sont déjà ouverts. Plusieurs noms apparaissent, plusieurs noms sont cités. On parle déjà de Matt Campbell, on parle bien sûr de Curt Cignetti, on parle de John Summerall, l'entraîneur de Tulane, et d'autres noms qui vont continuer à surgir au fil des mois. Après, ils vont devoir faire concurrence avec d'autres universités, parce qu'il y a des postes qui vont se libérer. Il n'y a pas qu'à Penn State. Oregon State vient de licencier leur entraîneur, et puis on passe à plusieurs grosses universités comme Auburn, Wisconsin et surtout Florida, dont beaucoup rêvent. Ces postes en fin de saison pourraient être disponibles aussi.